Lorsque nous avions écrit notre premier ouvrage sur les Ketubot des Juifs de Tunisie originaires de Livourne, nous nous étions arrêtés sur les rives de la Méditerranée. Malgré l'intérêt suscité par notre livre, nous étions gagnés par un sentiment de frustration, celui de ne pas pouvoir remonter plus loin à nos origines. Ce sentiment d'ailleurs était partagé par nos lecteurs qui eux-mêmes avaient une frustration, si vous voulez, de s'être arrêtés au bord de la Méditerranée et de ne pas pouvoir remonter plus loin. Et nous nous sommes décidés de franchir la Méditerranée pour aller voir à la source même de nos origines, soit le port de Livourne en Toscane, où s'est créée artificiellement cette communauté à la fin du XVIIe siècle. Je précise que Gilles Boulou et moi-même sommes originaires de Livourne par nos mères, de la famille de Paz, et nous avons découvert grâce au cercle de généalogie juive que nous sommes cousins à peu de générations près. Gilles Boulou, mon épouse Liliane, Raphaël Attias et moi-même avons eu la rare opportunité d'étudier la généalogie d'une communauté juive depuis sa création au début du XVIIe siècle jusqu'à sa quasi-disparition à la fin du XIXe, ce qui, à notre connaissance, n'avait jamais été réalisé aussi exhaustivement sur une échelle de temps aussi longue. Par nos recherches généalogiques sur ce groupe, nous avons, d'une certaine manière, fait revivre une entière communauté dont les descendants, comme nous avons pu le contacter, étaient heureux et surpris de découvrir qu'il devenait désormais possible de remonter leur parcours familial jusqu'à un passé aussi lointain. Le travail que nous avons entrepris à partir de milliers d'actes de mariage et de nombreux autres documents nous permet de vous livrer aujourd'hui le fruit de plusieurs années de recherche, pratiquement 4 années de recherche à 4 personnes, lors desquelles chacun d'entre nous a apporté sa connaissance et son expertise. Malgré le retard dû au Covid, nous avons enfin le plaisir de vous présenter notre ouvrage « Les Ketubot de la nation juive de Livourne, 1626-1890 ». Généalogie et itinéraires familiaux. Je précise que l'ouvrage est bilingue, français-anglais. La raison en est que Livourne, déjà plaque tournante et melting pot judaïque dans les siècles passés, intéresse aujourd'hui plus encore toutes les communautés juives dispersées dans le monde, séfarades et ashkénazes. Une photographie de la synagogue de Livourne. En fait, les archives de Livourne se trouvent dans le petit immeuble qui se situe à droite. C'est dans ce petit immeuble de la Comunità Ebraica que nous avons travaillé à de nombreuses reprises et que nous avons retrouvé des documents auxquels nous ne nous attendions pas. L'ancienne synagogue datait de 1642, mais elle a été détruite lors des bombardements américains. Voici une image de l'ancienne synagogue et il ne subsiste que quelques balustres que vous voyez ici dans la nouvelle. Au sous-sol des archives de la communauté se trouve une petite synagogue qui sert aujourd'hui pour les Shabbats et qui réunit quelques dizaines de personnes vu que la communauté était particulièrement réduite. Nous avons utilisé de très nombreuses sources, plus d'une trentaine. Les sources que nous avons utilisées sont évidemment très très diverses. Celles qui proviennent de la communauté juive de Livourne s'étendent de 1626 à 1865. Les registres de Ketubot sont bien évidemment la charpente de notre livre. Alors, dans l'ordre chronologique, nous avons relevé les registres et les répertoires de naissance qui ont été indexés dans la base Bécane, ainsi que le registre des inhumations. Viennent ensuite le recensement de 1784, les actes civils, le registre des élections entre 1642 et 1824, le registre des délibérations de 1693 à 1808, et le registre des émigrations de 1824 à 1865. Ceux-ci sont les archives sur lesquelles nous avons travaillé à Livourne proprement dit. Alors voici un exemple d'archive
Vous voyez ici un épais dossier qui date du début du 19e siècle. Oui, alors, autres sources utilisées sont celles des archives d'État de Florence. Tout d'abord, l'état civil des Juifs de Livourne entre 1808 et 1865, sur le site des archives en ligne, donc des archives d'État de Florence, et qui ont été indexées dans la base de données Bécane du CGJ. Il a été complété par le registre des naissances à la communauté entre 1668 et 1740, et écrit en portugais. Il est complété par les répertoires pour la période postérieure, c'est-à-dire entre 1740 et 1808, pour faire la jonction avec l'état civil italien, ce qui fait 2 siècles de naissance et près de 26 000 actes d'état civil. Le recensement de 1841 a été intégralement indexé et complété par les données qui précèdent. Il concerne environ 5 000 personnes, soit près de 1 200 familles. À Florence, sur place, nous avons également consulté les registres de déclaration de nom de 1809, qui représentent 2 300 personnes, exclusivement des chefs de famille et leurs fils. Ici, un exemple donc d'un des 3 registres qui est en très bon état et très bien écrit. Enfin, dernière source utilisée, les cimetières. Il y en a 2 à Livourne. Celui de la Fiorentina qui a été utilisé entre 1840 et 1900 et celui de Dei Lupi qui est toujours utilisé. Ici, c'est une tombe qui est au cimetière Dei Lupi, qui a été transférée depuis un ancien cimetière qui était situé via Pompilia. C'est une tombe en marbre blanc de Carrare, en forme de pyramide tronquée et ornée d'un grand blason surmonté d'une coquille. Au centre de ce blason, un palmier barré par une inscription en hébreu, Sadik Katamar Yifra, qui est un verset des psaumes qui signifie « Le juste fleurit comme le palmier ». Une inscription en hébreu sur sa gauche, une en espagnol de l'époque à droite, qui indique donc une donnée dont le nom du défunt et la date de son décès, le 21 mars 1691. Donc, les registres, comme je l'avais dit tout à l'heure, sont la colonne vertébrale de notre livre. Nous avons retrouvé 24 registres et parmi ces registres, malheureusement, 3 avaient été perdus et fort heureusement, Gilles Boulu, après un travail considérable et grâce notamment à de multiples sources sur lesquelles nous avions travaillé les années précédentes, a pu reconstituer tous les registres manquants ou tout au moins partiellement. Tant et si bien qu'entre 1626 et 1890, nous avons pratiquement relevé toutes les ketubot qui existaient pratiquement pendant 3 siècles. Les 24 registres comportent plus de 6300 ketubot, 6300 enregistrements de mariage que nous avons traduits et intégralement transcrits. Ces transcriptions figurent dans le volume 2 de notre ouvrage. Vous pouvez voir ici la photographie d'une page d'un registre. Il s'agit de l'enregistrement du mariage d'un certain Joseph Nunes Franco avec Reina Cousine. Lorsqu'on lit en hébreu, en araméen, dans le texte, nous découvrons que les parents de ces époux, tous les 2 sont décédés. Donc il s'agit de Joseph de Feu David Nunes Franco. On apprend également le prénom du père. Et ce qui est intéressant et ce qui est assez rare, on apprend également le prénom du père de l'épouse. Également, on découvre que l'épouse est propriétaire d'une maison dans le ghetto de Venise. Alors voici sur la droite la ketouba originale. La ketouba originale, c'est le document en parchemin qui est remis à la famille de l'épouse. Ce sont des documents exceptionnels qui ont une dimension conséquente puisque la dimension de celle-ci fait environ 90 cm par 60 cm environ. Ce sont des documents très finement décorés, ornementés avec des motifs d'oiseaux, des motifs floraux, également, si vous voulez, une représentation des 4 saisons. La ketouba également est rehaussée d'or. Elle vous donne une idée de l'expression et artistique non seulement de l'époque, mais également et surtout de la volonté même de la communauté juive de s'exprimer de la sorte. Et on s'aperçoit que ces documents qui étaient rares étaient quand même largement utilisés par des membres de la communauté fortunés. On retrouve aujourd'hui, fort heureusement, ce type de documents dans les musées ou dans des ventes aux enchères. Par exemple, lors d'une vente aux enchères
Christie's, et c'est Christie's d'ailleurs qui nous a communiqué, qui nous a envoyé ce document. Cela avait atteint 32 500 $ à l'époque, mais j'ai vu des ketubot qui se vendaient à 70 000 $ aujourd'hui. Lorsque on examine la ketouba originale, on s'aperçoit qu'il y a des arcades. Donc, à l'intérieur de ces arcades se trouve le texte de la ketouba même. À droite, dans l'arcade de droite, vous avez le texte de la ketouba, et le texte de la ketouba est repris dans l'enregistrement de la ketouba sur le registre. Donc, la partie autre qui est ici reprend la partie droite qui est dans cette colonne, dans cette arcade. Dans l'arcade de gauche, il y a ce qu'on appelle les conditions. Ce sont les fameuses conditions de la ketouba livournaise. Ces conditions sont des textes de loi qui permettent de protéger l'épouse en cas de décès du mari ou en cas de divorce. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, les conditions sont reprises en bas. Là, on ne le voit pas parce que le document est petit, mais ces conditions sont systématiques et caractérisent les communautés originaires de Livourne et originaires d'Espagne. Ces conditions vont se retrouver également même en Tunisie pour les Juifs de Tunisie originaires de Livourne. C'est dire de l'importance de ces conditions et de la force de cette communauté. Voilà le détail des conditions. Vous voyez ici une page à nouveau d'une ketouba. Les conditions sont en bas du texte et on peut lire en hébreu ici Atenaïm, qui signifie les conditions au pluriel. Et vous avez condition numéro 1, Tenai, 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 et condition numéro 4. Alors, la première condition, l'époux ne pourra pas se marier ou prendre une autre femme du vivant de son épouse. La deuxième, l'époux ne pourra pas disposer d'un quelconque montant de la ketouba. La troisième, si l'épouse décède sans laisser de descendance, l'époux sera obligé de rendre la moitié de la nidounia à ses héritiers. S'il a une descendance, il héritera alors de toute la ketouba. La quatrième condition, si l'époux décède sans laisser de descendance, l'épouse prendra toute la ketouba. S'il a laissé une descendance, il prendra ce qui résultera du choix de la dite descendance pour lui donner la totalité de sa ketouba ou la moitié des biens de l'époux. Vous voyez donc que ces conditions-là sont des conditions importantes, elles protègent l'époux et effectivement, ce sera appliqué tout au long des siècles. Alors, il y a en haut une inscription en hébreu qui est écrite en araméen. Alors, dans cette inscription, on lit avec l'aide du ciel et bon signe. Avec l'aide du ciel et bon signe. Ici, juste en dessous, il y a une autre inscription qui est tout à fait intéressante. On lit Barévi, qui signifie en réalité le 4e jour, soit le mercredi, si l'on compte de manière hébraïque. Alors, on s'est aperçu lors de l'exploitation de ces registres que les premiers registres, pendant environ 25 années, comportaient ce que l'on a appelé les fameux paraphes rabbiniques que nous avions retrouvés en Tunisie. Alors, cela a été abandonné par la suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça prenait de la place. Et ça prenait de la place dans les enregistrements et donc les rabbins s'en sont dispensés. Mais c'est toujours magnifique et intéressant et on peut même comprendre en le lisant, même si c'est écrit en hébreu. Bien évidemment, moi, en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne, nous avons appris à le décrypter grâce à M. Raphaël Attias, qui est notre maître, je dirais, en matière de hébraïque et araméique, et qui m'a appris à lire l'araméen. Donc, vous voyez ici, il est écrit Elisha Galiko. Alors, pour ceux qui parlent l'hébreu ou qui lisent l'hébreu, il y a écrit Elisha, vous voyez, Elisha, donc c'est assez difficile au départ, et ici Galiko, donc Elisha Galiko. Voici un autre nom qui est intéressant en bas à gauche. Vous avez Jacob de Esquia, Esquia ici, Pharaon. Je m'adresse à Madame Pharaon si elle écoute. Voilà comment on écrivait Pharaon au milieu du XVIIe siècle. D'autres noms sont présentés ici qui sont intéressants. Par exemple, Raphaël Baruch. Donc, vous voyez, il y a écrit Raphaël et ici Baruch. Alors, il faut le deviner parce que c'est une calligraphie tout à fait spéciale où le bête, comment dirais-je, contient le resh et qui contient ensuite le kof. Donc, il faut véritablement s'accrocher, surtout au début. Comment dire, le volume 2 contient les fameux 24 registres de Ketouba, c'est-à-dire que nous avons reporté dans le volume 2 tous les renseignements que nous avions trouvés dans la Ketouba elle-même, mais également tous les renseignements issus des trentaines de sources que nous avons recherchées, Liliane d'un côté, moi-même, Gilles Boulu également, et tous les renseignements que nous avons retrouvés, donc non
pas seulement de la seule Ketouba, nous les avons entièrement reportés, tant et si bien qu'on évite ainsi à ce que d'autres chercheurs passent des années à chercher nulle part ou je ne sais où. Là, nous avons, je dirais, le résultat de 4 années de travaux qui vont permettre de concentrer un maximum d'informations. Pour présenter chacune des 24 registres, parce que le volume numéro 2 est décomposé en 24 parties, nous présentons chacun des registres par une description proprement dite du registre, du nombre d'enregistrements, des dates à laquelle les enregistrements commencent, le numéro de l'enregistrement, ainsi que d'autres renseignements, et de nombreuses illustrations viennent s'ajouter, je dirais, à ces introductions. Voici ce qu'est proprement dit dans le volume numéro 2 qui fait 510 pages. Voici ce qu'est la synthèse des registres de Ketubot. Alors, vous avez un immense tableau de type Excel, si l'on veut. Dans la partie gauche se trouve le numéro d'enregistrement de l'acte, s'il existe. Ensuite, vous avez la date du calendrier grégorien, la date du calendrier hébreu, et vous avez dans les autres colonnes les noms et prénoms des époux ainsi que celui de leur père. Vous avez une colonne ici qui est le total de la Ketouba. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, par exemple, vous avez une Ketouba qui date de 1728 et on s'aperçoit que la Ketouba est réglée en ducat de Venise. Et à cette époque, il y avait plusieurs types de monnaies. Vous avez également des grossos d'Espagne. Et tout au long, si vous voulez, de l'étude de Ketubot, on s'aperçoit qu'ont été utilisées pratiquement plus d'une trentaine de monnaies différentes. Donc, et les monnaies sont intéressantes parce qu'elles situent l'époque, d'une part, et parfois même l'origine des époux. Les observations, comme je vous l'ai dit, sont extrêmement importantes. Parce que dans les observations, on va retrouver des éléments qui ne sont pas forcément dans le seul corps de la Ketouba, mais qui sont les informations que nous avons glanées de ci, de là. Voici par exemple une information parmi d'autres. On apprend que l'épouse a pour mère Esther, alors d'une part. Ensuite, parmi les signataires écrits en hébreu, évidemment, tout ceci a été traduit. Nous avions un rabbin qui s'appelle Joseph de Moshe Cordovero, dont on apprend par un autre document, un livre de Renzo Toaf, La Nazione, qu'il a été le premier rabbin qui a été nommé en 1640. Vous avez une autre signature ici d'un certain Joseph Catan, c'est écrit en hébreu, de Malachi Montefoscoli, écrit en hébreu, ici écrit en caractère latin Joseph Valenzi, en caractère hébraïque à nouveau David Mercado, un Parnasse, et un paraphe, le Jacob de Ézéchias Pharaon, celui dont je vous avais montré la signature tout à l'heure, et ici un autre rabbin important, Abraham Jésurin. Donc vous voyez que il y a dans cette colonne-là de nombreux renseignements. Et cet exemple n'est qu'un exemple parmi d'autres, et c'est un exemple relativement court, car les renseignements que nous avons entrepris d'ajouter sont extrêmement variés. Ils viennent d'un grand nombre de sources. Alors, nous ne sommes pas statisticiens, bien évidemment, et on laisse le soin à des statisticiens de s'occuper de toute l'histoire de Livourne, de la sociologie, etc. Cependant, en ce qui concerne les mariages, il nous a semblé tout à fait important de situer le volume des mariages, le nombre. Et on s'aperçoit que les mariages, finalement, étaient de l'ordre d'une trentaine chaque année, pour grimper à un pic de l'ordre d'environ 40 à 50 à une certaine période. Car cette communauté, il faut le savoir, qui était à l'origine d'environ une cinquantaine de personnes, une centaine de personnes, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, cette communauté a augmenté pour atteindre un nombre d'environ 5000 personnes. Quand on analyse ces courbes, on s'aperçoit qu'il y a certaines fluctuations, notamment au début, qui sont dues généralement à des épidémies ou des problématiques économiques. Et on s'aperçoit que progressivement, on a donc une augmentation de ces mariages et qu'il y a un déclin à partir du début du XIXe siècle. Il s'est passé un épisode particulier, c'est celui de l'occupation napoléonienne. Lorsque Napoléon a occupé les territoires en Italie, et notamment à Livourne, il a imposé un blocus, le blocus continental. Le blocus continental
a fait en sorte qu'aucun bateau ne pouvait sortir ou rentrer dans le port de Livourne. Il faut savoir que l'activité essentielle du port de Livourne, c'était l'exportation la grande exportation. Et que 95% de la population, qu'elle fût juive ou qu'elle fût italienne même, vivait sur cette exportation. Et à partir donc de 1808, il y a eu automatiquement un terrible déclin de l'économie et progressivement, les Juifs sont à cette époque-là, notamment au début du 19e siècle, ont commencé à quitter Livourne de façon importante. Il faut savoir cependant que un nombre de Juifs de Livourne partaient déjà, même à partir du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, aller dans d'autres pays, vers d'autres comptoirs qui avaient été créés par les Juifs de Livourne, par exemple en Tunisie. Mais vous voyez donc, on voit ici une moyenne d'environ 30 mariages annuellement, des périodes de progression et des périodes de déclin. On explique tout cela en détail dans le livre. Je passe la parole à Liliane qui va vous parler d'onomastique. Liliane est la spécialiste de l'onomastique livournaise. C'est elle qui a travaillé sur les états civils de Livourne. Donc, en matière d'onomastique, elle est la première à s'y connaître. Oui, alors l'analyse exhaustive des 12 500 patronymes rencontrés sur l'ensemble des ketubot, soit la totalité des conjoints, permet d'apprendre que 41% des patronymes sont des noms d'origine ibérique, c'est-à-dire Espagne et Portugal, bien sûr, que près de 35% sont d'origine italienne, de 9,5% de patronymes purement hébraïques, c'est-à-dire Cohen, Lévi, Israël, etc., de 9% de patronymes originaires de l'Afrique du Nord, le reste étant d'origine ashkénaze et en provenance de l'Empire ottoman. C'est dire de la diversité de cette communauté, essentiellement d'origine ibérique lors de sa création, qui est devenue totalement composite. Le chapitre consacré à l'onomastique aborde également différents aspects qui concernent la transformation, l'évolution et la signification des patronymes. Par ailleurs, les patronymes se font largement l'écho d'une origine toponymique, notamment ceux d'origine italienne. Ils figurent sur un ensemble de cartes géographiques créées pour la circonstance. Par exemple, ici, c'est la carte de la région de Rome qui montre combien les noms de villes sont présents dans les patronymes des Juifs italiens. On voit Tivoli, Anticoli, Sonnino, Terracino, Tagliacozzo, Genazzano, etc. En ce qui concerne les prénoms, c'est Alain le spécialiste qui a dressé une espèce de dictionnaire des prénoms dont il va vous parler. Donc, à l'étude de l'ensemble des patronymes, et pas que, c'est-à-dire que nous avons étudié de façon exhaustive 12 500 patronymes, 12 500 personnes, si vous voulez, tous les patronymes que nous avons pu rencontrer pendant 3 siècles. Et de même, nous avons fait la même chose pour les prénoms. Bon, les prénoms étaient en quantité moindre que les patronymes eux-mêmes, mais nous avons pu relever plus de 110 prénoms qui, en réalité, avaient des équivalences, et ces équivalences, en réalité, n'étaient pas toujours mentionnées. Par exemple, dans un acte d'état civil, nous allons trouver un nom qui va être Victor, en français, en Tunisie éventuellement, et qui va être Vittorio en italien. Or, lorsqu'on lit le texte en hébreu, ici, qu'est-ce qu'on lit? On lit Avigdor. Donc, si vous voulez, le nom en hébreu, qui est parfois repris dans des textes religieux, n'est pas repris forcément, et même pas du tout, dans des actes d'état civil. Bon, et si on ne connaît pas, si vous voulez, la passation d'un nom à l'autre, que l'on n'a pas, je dirais, ce passeport onomastique entre un nom italianisé français et le nom hébraïque, on risque de se trouver devant une impasse généalogique. C'est la même chose d'ailleurs pour les noms de famille. C'est la même chose d'ailleurs pour les noms de famille, où par exemple… Orefice en italien, en hébreu c'est Zoref. Voilà, où on va trouver des patronymes comme Orefice, et lorsque vous lisez le nom en hébreu, vous lisez Zoref, qui veut dire orfèvre. Donc, Orefice, Zoref, c'est la même chose. Encore faut-il le savoir. Et dans une même fratrie, il y a parfois des noms complètement différents. Voilà. Certains vont s'appeler Orefice et d'autres Zoref. Voilà un autre exemple tout à fait simple pourtant. C'est celui d'Abraham. Alors, en italien, c'est généralement Abramo. Mais parfois, le seul nom d'Alberto est écrit, voire Adolfo. Et en Tunisie, toujours par rapport à Abraham en hébreu, parfois c'est Albert, Robert ou Hubert.
Donc c'est la raison pour laquelle il nous est paru très très utile de créer un véritable dictionnaire. Un autre exemple, Adam, qui est traduit par Adolfo. Là, vous avez un cas un peu particulier, c'est le cas du prénom d'Alexandre, qui généralement est traduit par Elisha en hébreu, mais qui parfois se retrouve écrit en hébreu, pratiquement phonétiquement. On lit ici Alessandro. Alessandro, donc c'est assez rare, mais on le trouve. Un autre prénom que vous connaissez tous certainement, il s'agit de Léon. Léon, qui en hébreu s'écrit Arié. Et là encore, c'est toujours le même problème. On voit tantôt Léon, tantôt Léon et tantôt Arié. Et encore rarement Arié. Et pour finir sur ces simples premiers exemples, Aaron, donc que l'on trouve sous la formule de Aarone, sous la forme Aarone en italien, et en Tunisie, je sais qu'on le trouve sous la forme de Henri. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons créé, nous avons innové en créant un véritable dictionnaire passeport onomastique dont nous sommes assez fiers pour dire la vérité. Je passe maintenant la parole à Gilles Boulu, qui a écrit un chapitre extraordinaire, un véritable livre dans le livre, qui comporte pratiquement 410 pages et qui va vous parler de tout le travail qu'il a réalisé, qui est un travail formidable. À toi, Gilles. Merci, Alain. Voilà, donc bonjour à tous. Alors, donc, il s'agit effectivement d'un livre dans le livre, généalogie et itinéraires familiaux. Donc, on a pu retracer la généalogie d'une trentaine de familles, parmi des centaines qu'on aurait pu faire, hein, mais par manque de place, on ne pouvait pas le faire. On a voulu profiter de l'opportunité qui nous était donnée par toutes ces sources, justement, de retracer la généalogie. Et je vais vous donner quelques exemples de la possibilité d'effectuer des généalogies allant même sur plusieurs siècles. Alors, donc les 30 familles que j'ai choisies sont les suivantes. Alors, grossièrement, on peut les diviser en 4 catégories. La première catégorie que nous connaissons bien, ce sont celles des marins portugais et leurs descendants, puisque nous avions travaillé sur ces familles sur Tunis, hein, sur les Ketoubat de Tunis. Vous avez par exemple dans le livre les Bokhara, qui sont arrivés dès 1640 à Livourne, les Casuto, qui sont arrivés fin 17e en provenance de Florence, les Cohen de Lara, les Costa, les Herrera, portugais aussi, mais qui sont arrivés en 1724 de Salonique. Donc, vous voyez, pour vous dire que ça vient de tous les horizons. Les Gutiérrez Peña, eux, sont arrivés en 1662 directement d'Espagne. Les Limbroso, là, c'est un cas particulier. Les Limbroso étaient déjà présents à Tunis depuis 1650, en provenance de Venise, et 2 branches sont passées début 18e à Livourne. Puis les Moreno, très anciens, les Moreno présents à Pise dès 1595, puis passés au 18e à Livourne, au 17e, pardon, les Mendes Osona, les Sakuto, dont je vais vous dire un petit mot tout à l'heure, les Soria présents dès 1640, avec les Ketubot, grande famille de Parnassi, donc de gouvernants, les Tapia. Alors, deuxième catégorie, ce sont les Juifs italiens de souche. Alors, au début, ils n'étaient pas très nombreux, au 17e, parce qu'il n'y avait pas ce fameux décret, ce qu'on appelle le motus proprio de Grande Ville de Toscane. En 1715, il y a eu un décret qui a permis aux Italiens d'occuper des postes de gouvernants. Donc, ça a accru l'émigration des Italiens sur Livourne, entre autres. Et donc, vous avez jusqu'à 35% sur lycée, disons, sur les 270 ans de Ketubot, d'Italiens, mais en réalité, ça va crescendo et au 19e, vous avez beaucoup plus. Donc, j'ai choisi quelques familles parmi des dizaines, qui sont les Cameo, les Delostrologo, les Levi-Soncino, les Recanati. Ce sont des familles qui viennent de Rome, et vous allez voir tout à l'heure que c'est intéressant parce que nous avons une base de données sur Rome qui va pouvoir faire la jonction avec Livourne, et on peut remonter encore plus haut. Troisième catégorie intéressante, les Juifs d'origine ibérique non marane. Alors, ce sont des marchands donc, qui ont émigré de l'Afrique du Nord, qui étaient passés par l'Espagne, enfin qui venaient d'Espagne, et surtout du Maroc et de Gibraltar. Alors, vous savez que Gibraltar a été occupé par les Britanniques depuis le traité d'Utrecht en 1713. Et donc, il y a eu nombre de marchands qui sont passés notamment de Tétouan au Maroc à Gibraltar et ensuite à Livourne. Voilà, donc par exemple, les Abu Dharam, je vais vous dire un petit mot des Abu Dharam tout de suite après. Les Taourel ou Taourel, les Cohen Tanuji, c'est un peu plus compliqué. Les Cohen Tanuji sont passés peut-être par la Sicile avant, et une branche est passée à Tunis, et ensuite une autre branche à Livourne. Les Ben Baron, les Ben Sasson, les Alaïk, etc. J'en passe, les Palach, etc. Donc vous avez des dizaines et des dizaines de familles comme ça.
Quatrième catégorie qui va intéresser les généalogistes d'Afrique du Nord, justement, ce sont les Juifs d'Afrique du Nord autochtones. Alors ça, pourquoi c'est très intéressant? Parce que on a quasiment peu de sources communautaires. Donc Joël nous en a dit un mot tout à l'heure. On a peu de sources communautaires avant 1795. Et encore, c'est cette fameuse source exceptionnelle de contrat de mariage sur Constantine. Sinon, c'est l'état civil d'Algérie à partir de 1830-1840. Alors que vous avez un certain nombre de familles d'Algérie, donc qui sont passées, et puis aussi les familles de Tunisie, bien sûr, et de Libye, qui sont passées à Livourne, faire du commerce, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle en général. Voilà. Donc, on a des informations exceptionnelles sur ces familles qui n'existent pas dans les sources communautaires locales, on va dire. Et puis, dernière catégorie, enfin, il y en a d'autres, qui est aussi les Ashkénazes, à la limite, hein, puisque vous avez un tas de Tedesco Ashkénazis, là, un peu plus difficile à décrypter, qui figurent dans les Ketubot. Mais une autre catégorie dont je voulais vous parler, ce sont les Juifs provençaux. Vous avez des Lattès, vous avez des Carcassonne, des Lunel, des Lévis provençales, etc. Ce sont des Juifs qui ont été expulsés en 1501 de Provence, qui sont passés ensuite en Italie. On les retrouve début du XVIe sur Rome, et ensuite sur Pise, Turin, et puis 18e, ils passent à Livourne. Vous voyez, donc tous les chemins, peut-être, ont mené à Rome, mais également tous les chemins mènent à Livourne. Voilà, je vais vous montrer donc 3 exemples, brièvement, de 3 familles donc, très différentes, pour vous montrer justement le caractère très cosmopolite de la nation juive de Livourne. Première alors là, excusez-moi, juste avant, je dis un tout petit mot sur les sources. Alors là, je ne reviens pas sur cette dia dont Alain a parlé, puisque ce sont les archives de la communauté juive de Livourne, donc très intéressantes. Et je passe sur la deuxième type de source utilisée. Je vais juste vous dire un petit mot de cette source, parce qu'elle me tient à cœur. C'est la source sur laquelle je travaille depuis 6 ans aux archives diplomatiques de Nantes. Il s'agit en fait des archives du Consulat général de France à Tunis, qui renferment un fonds exceptionnellement riche de chancellerie, parmi les plus anciens du monde, au niveau des registres consulaires, qui remontent à 1582. Et vous avez également des dizaines de cartons d'archives renfermant des minutes de chancellerie. Et ce sont des actes en fait de procuration, de quittance, d'obligation, d'enregistrement d'écrits commerciaux, de manifestes de navires des marchands juifs de Tunis et Livourne. En fait, vous avez des milliers de binômes. Vous avez d'un côté le marchand juif livournais de Tunis qui envoie des cargaisons à son homologue, souvent un frère, un cousin, un parent, à Livourne. Et vous avez aussi dans l'autre sens. Et donc, nous avons toutes ces archives à notre disposition. Alors, ce n'est pas d'état civil, je vous l'accorde, mais il y a pas mal d'actes de procuration qui concernent des successions, notamment, etc. Donc, grâce à ces actes, j'ai pu faire la jonction sur des chaînons manquants pour ceux qui s'intéressent à la généalogie des Juifs de Tunisie, entre Tunis et Livourne. Parce que si vous voulez, pour vous dire en 2 mots, les sources indigènes de Tunis s'arrêtent à peu près en 1750 avec les Ketubot, et la plupart des marchands livournais qui sont partis de Livourne pour aller à Tunis sont partis vers 1700. Donc, il y a à peu près 2 générations de chaînons manquants, on va dire entre 1700 et 1750. Eh bien, j'ai réussi pour une vingtaine de familles à trouver ces chaînons manquants et donc à faire les itinéraires familiaux et de remonter plus loin, justement, au XVIIe siècle à Livourne, grâce à ces fameuses archives donc, commerciales du Consulat général de France et Tunis. Alors, troisième dernière source que nous avons utilisée, ce sont bien sûr les registres matrimoniaux de la communauté juive portugaise de Tunis. Alors, toujours pour les familles tunisiennes, hein, bien sûr, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup d'autres familles. Donc, il y a 5 registres qui ont été retrouvés jusqu'à maintenant. Les 2 derniers registres retrouvés, c'est nous-mêmes, donc les avons publiés donc avec Alain il y a 5 ans, donc au CGJ. Et les chercheurs israéliens avaient publié 3 autres registres, donc Atal et Avivi de l'Institut Ben-Zvi avaient publié donc il y a une vingtaine d'années. Donc nous avons actuellement une centaine d'années de registres matrimoniaux donc, de Tunis et qui remontent jusqu'en 1788. Voilà. Et pour terminer ces sources, on peut ajouter une petite source complémentaire. Ce n'est pas une petite source, mais disons, en ce qui nous concerne, c'est le cimetière juif de Borgel à Tunis, donc, qui permet de compléter pour le 19e, on va dire. Donc, cimetière juif de Borgel, dont les relevés ont été faits par l'association de Marc Fellous et l'indexation par Liliane. Alors, trois brefs exemples pour illustrer donc, de généalogie. Donc, je vous rassure, ça va être très bref. Donc, de familles très différentes. Première famille, donc la famille Aboudara. Donc, ce sont des
une dynastie de rabbins du Maroc qui remonte très loin, qui remonte au XIVe siècle avec David ben Joseph Abou-Dharam, donc qui était théologien à Séville en 1340. Et donc cette famille a émigré en 1492 au Maroc, et on les voit déjà à Tétouan fin XVIe siècle, et ils vont constituer une dynastie de rabbins juges à Tétouan jusqu'au XVIIIe. Et une branche de cette famille va passer à Gibraltar, puisque, donc on vient de le dire, Gibraltar a été rendu libre pour les marchands juifs à partir de 1713. Et ensuite, une autre branche passera à Livourne. Et on peut s'aider, nous sommes aidés des recensements d'ailleurs de Gibraltar qui sont en ligne, que vous avez sur les années 1777 et 1791. Alors, cerise sur le gâteau concernant cette généalogie, les Ketubot de leurs descendants, donc Ketubot de Livourne, que nous avons donc à notre disposition, renferment jusqu'à 7 générations. Ça, c'est assez classique dans les dynasties rabbiniques du Maroc. Ils font figurer leur filiation sur plusieurs générations. Et donc, on les a retrouvés. Et ça remonte à un Moshe Abou-Dharam, dit le Grand Aigle, donc écrit en hébreu, grand rabbin de Tétouan au XVIIe siècle. Alors, quelques images pour illustrer cette famille. Vous avez ici un document très intéressant qui a été relevé et photographié par Liliane Nedjar. Il s'agit d'un document de Gibraltar, datant de 1751, mais qui est incorporé dans un registre de minutes de Livourne. Vous voyez, on a même des documents extra-livournais dans les archives de Livourne. C'est tout à fait exceptionnel. Là, c'est un document de 1751 et qui montre en fait les signatures des rabbins Abou-Dharam. Vous avez les magnifiques signatures, les calligraphes rabbiniques, donc des rabbins de Gibraltar. Voilà, ici, une des Ketubot Abou-Dharam, donc enregistrée à Livourne. Vous avez une Ketouba de 1808 de Salomon Abou-Dharam et de Rachel Athias. Et vous avez les générations. Alors, j'ai mis des petites flèches devant les noms. Vous avez 7 générations inscrites. Vous avez donc ici le marié, le Hatan, Salomon, Shlomo, fils de Abraham Haïm, fils de Aram Shalom, Adaya Metsuyan, etc. Ce qui veut dire sage parfait, juge au tribunal rabbinique, Shlomo, etc., fils de Shemuel, etc., etc., etc. Donc, on remonte au début du XVIIe siècle, donc avec ces Ketubot. Vous voyez, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, donc l'illustration, alors c'est un tableau généalogique. Alors, dans le livre, j'ai mis bien sûr des arbres généalogiques. Alors, pour ne pas alourdir, j'ai fait représenter 4 à 5 générations. Mais en réalité, à côté de chaque arbre généalogique, vous avez en moyenne 2 pages de texte et qui retracent sur parfois jusqu'à 10 générations l'histoire et les itinéraires de la famille en question. Alors, deuxième famille, tout à fait différente et que nous connaissons bien, parce qu'il s'agit de descendants de marans portugais, donc sur lesquels nous avons travaillé longtemps pour Tunis, les Sakuto. Alors, les Sakuto, ils sont intéressants parce qu'on les suit sur 4 siècles. Ils sont déjà présents à Pise en 1595, où ils sont Massari en italien, c'est-à-dire gouvernants. Il y a 3 frères Sakuto, Salomon, Isaac et Jacob, et ils vont passer ensuite à Livourne au début du XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu trouver la branche de Tunis, parce qu'il y a un rabbin marchand, qui s'appelle Jacob Haïb Sakuto, et qui est parti début 18e à Tunis. Et c'est grâce aux archives dont je vous parlais, aux archives consulaires de Tunis, que nous avons retrouvé ce marchand qui fait des actes commerciaux et qui nous a donné la jonction avec donc ses parents, fils de Simon Sakuto, dont nous avons bien sûr la Ketouba en 1666. Vous voyez, donc on a les jonctions avec le 17e. On passe du 18e au 17e. Voilà. Cette famille va continuer à exercer des charges de gouvernant, donc de Parnasse, notamment sur Tunis. Et cette personne, donc ce Jacob Haïm, d'ailleurs, est l'ancêtre de tous les Sakuto, a priori la quasi-totalité des Sakuto de Tunis. Alors, quelques images pour illustrer. Vous avez en haut donc, la signature donc, de ce rabbin marchand qui est parti de Livourne, donc début 18e, sur un acte de 1736. Il fait une déclaration sur le négoce qu'avait réalisé son père il y a très longtemps avant. Donc, vous voyez, c'est des actes qui concernent des décennies après l'action elle-même. Le père qui était Simon Sakuto avec les héritiers Médina. Et puis en bas, vous avez une image extraite de registre officiel, dont une partie d'ailleurs sont en ligne,
registre officiel de la communauté juive de Livourne, donc les registres de délibération et d'élection des Parnassim. Et vous avez donc là le registre de 1749 qui vous donne les 5 Parnasses, dont un Sakouto, parce que beaucoup de Sakoutos sont quand même restés à Livourne, ils ne sont pas tous allés à Tunis. Et vous avez donc Isaac Sakouto, mais je vous montre cette image, ce n'est pas tellement pour Isaac Sakouto, c'est pour vous montrer le nom des Parnasses. Vous voyez, vous avez 5 Parnasses, vous avez bien sûr des judéo-portugais, classiques, Raphaël Bocara, Abraham Ergas, très grande famille de commerçants, mais vous avez 2, entre guillemets, indigènes. Vous avez un Tunisien, Isaac Lataf, qui est arrivé en 1718 en provenance de Tunis et qui s'est très bien intégré dans la communauté de Livourne, puisqu'il est même gouvernant élu en 1749. Et puis vous avez Salomon Aguib, ce sont des Tripolitains qui sont arrivés fin 17e à Livourne. Vous voyez, et en fin 18e, on aura même des cas, des exemples d'élections de Parnassim avec 5 sur 5 qui viennent d'Afrique du Nord, plus de judéo-portugais. Donc vous voyez l'évolution donc, de la situation au fur et à mesure du temps au XVIIIe siècle de la nation juive de Livourne. Alors donc l'arbre généalogique, donc Sakouto, donc un résumé bien sûr. Vous avez tout le texte qui sera donc à côté de l'arbre dans le livre. Donc l'ancêtre présent à Pise en 1595, les Sakouto de Livourne, le Sakouto qui part à Tunis, Jacob Rahim, et qui va donner la branche de Tunis, etc. Voilà, dernière famille dont je vous parle. Alors, une famille également très différente, donc moins prestigieuse mais intéressante, donc une famille italienne. Alors, intéressante parce qu'elle vient de Rome, comme nombre de familles donc, dont nous avons dans le Ketubot de Livourne. Elle vient de Rome et nous avons une fantastique base de données de Rome qui est établie par le chercheur au CNRS et spécialiste mondial des Juifs de Rome, Michael Gasperoni, qui d'ailleurs nous a fait la gentillesse de préfacer notre ouvrage. Et Michael Gasperoni a fait une base de données qui s'étend sur environ 100 ans, entre 1650 et 1750, sur les Juifs du ghetto de Rome, en utilisant l'enregistrement des contrats de mariage chez les notaires chrétiens, plus les recensements. Alors, il n'a pas les ketubot comme nous, parce que d'ailleurs, Michael Gasperoni nous l'a dit, notre cas à nous, c'est tout à fait unique dans le monde juif séfarade, peut-être même dans le monde juif tout court, c'est-à-dire 270 ans des ketubot ininterrompus. Il y a eu des ketubot à Rome, bien sûr, anciennes, mais elles ont disparu. Et donc, il s'est basé sur les enregistrements de contrats, parce que nombre de juifs de Rome, et de Livourne d'ailleurs, de marchands, faisaient également enregistrer par précaution leur ketouba chez les notaires chrétiens. Et d'ailleurs, nous avons tout un travail à faire dans l'avenir sur Livourne pour regarder ces contrats de mariage enregistrés chez les notaires chrétiens de Livourne et qui sont localisés aux archives d'État de Livourne, Archivo di Stato di Livorno. Voilà. Et donc, grâce à cette base de données, eh bien, on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, donc pour un certain nombre de familles italiennes passées par Livourne et bien sûr en provenance de Rome. Voilà donc la ketouba du premier caméo arrivé à Livourne en 1718. Donc, vous avez la ketouba donc, de Mosè Isaac et de Gracia, fille de Abraham Isaac, donc Mosè de Joseph Caméo. Et l'arbre généalogique, un petit arbre, donc, comme d'habitude, pour ne pas alourdir partiel, et vous voyez que ça remonte très haut, ça remonte au XVIe siècle, puisque donc on a le premier mariage qui concerne Graziado Caméo à Rome en 1604, et on a fait la jonction avec Livourne, donc, vous voyez, dans les deux sens. Et on a même d'ailleurs une branche, pour l'anecdote, on a une branche qui est passée à Tunis, qu'on retrouve dans le ketubot de Tunis. Et donc, finalement, on a, comme d'ailleurs pour les Sakouto, on a 4 siècles de généalogie caméo. Ce n'est pas la seule famille, on a pu obtenir ce résultat. Voilà. Donc, finalement, notre ouvrage s'inscrit, vous l'avez vu, dans la continuité des publications précédentes sur les Juifs livournais de Tunis, mais on a constaté, et vous l'avez constaté avec moi, que ça va beaucoup plus loin, le cadre est beaucoup plus large, puisqu'il intéresse la totalité donc, du monde juif méditerranéen, et même au-delà, puisqu'on a un certain nombre de familles askénazes qui sont passées à Livourne. Et donc, notre ouvrage permet, grâce aux 6300 ketubot, en réalité, il y en a à peu près 6800, mais il y en a 6300 qu'on a retrouvés, les autres sont les manquantes, mais dont j'ai reconstitué déjà 350. Donc, on a la possibilité d'études démographiques pour les chercheurs, sociologiques, notamment sur les dots, avec les différentes monnaies dont vous parlez, Alain, et c'est statistiquement significatif, puisqu'on a quasiment 3 siècles de ketubot pour les chercheurs. Voilà. Et puis, pour les généalogistes, bien sûr, on vient de le voir, possibilité donc de généalogie qu'on peut établir sur 3 à 4 siècles. Et donc, rejoindre
pour les judéo-portugais, par exemple, mais pas uniquement, on a vu pour les Italiens ou autres, pour les judéo-portugais, rejoindre le cas échéant la période maranique, 16e, 17e siècle. Et justement, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, petite anecdote pour terminer. L'histoire ne s'arrête pas là. Nous avons eu la surprise d'être contactés il y a quelques mois par des généalogistes, et notamment un généalogiste de haute volée portugais chrétien de Lisbonne. Et donc, en fait, ces généalogistes ont remonté leurs arbres jusqu'à leurs ascendants qui sont donc des marins portugais. Ils sont pas, il y en a un certain nombre, sans doute, au Portugal. Et donc, leurs ascendants directs, bien sûr, sont restés chrétiens, sont restés au Portugal jusqu'à eux. Et par contre, ils ont les collatéraux, ils ont pisté les collatéraux au XVIIe qui sont partis à l'extérieur. Et notamment, notre correspondant a pisté ces collatéraux qui sont partis à Bordeaux et un autre à Livourne. Un couple est parti à Livourne. Et il a eu une belle surprise de retrouver ce couple dans nos Ketubot. Dans le livre de nos Ketubot, il s'agit de Luís da Costa et d'Eleonor Fajardo qui se sont mariés en tant que catholiques à Tavira, dans le sud du Portugal, en 1683. Et quelle ne fut sa surprise en retrouvant le mariage juif en 1689 dans nos registres de Ketubot de Livourne, sous le nom, cette fois-ci, de Daniel Arroyo da Costa et de Judica Fajardo. Vous voyez, le nom ne change pas tellement d'ailleurs. Donc, ça ouvre de nouvelles perspectives. Non seulement on peut remonter 3 à 4 siècles donc pour la Méditerranée, on a vu les Juifs d'Afrique du Nord, les Italiens, les Judéo-Portugais, etc. Mais pour les Judéo-Portugais, on rejoint les Maranes et leurs descendants actuels. On fait une espèce de pont avec 12 générations et on rejoint, et en communication actuelle avec ces généalogistes qui sont de haute volée, qui travaillent sur les registres de l'Inquisition, qui sont conservés à Lisbonne, aux archives de Torre del Tombo. Vous avez des dizaines de milliers de procès d'Inquisition qui remontent à 1536, et vous avez des Juifs de Livourne qui sont dedans, car figurez-vous que l'Inquisition portugaise envoyait des lettres à Livourne, aux autorités de Livourne, pour demander des renseignements, et Livourne leur répondait, les autorités leur répondaient en italien, et on a des lettres en italien de Livourne qui sont conservées aux archives de l'Inquisition à Lisbonne, concernant ces personnes. Vous voyez, qui étaient donc, en fait, on va dire les renseignements généraux, finalement, de l'époque, l'Inquisition. Voilà. Donc, la perspective va être de relier donc, nos Juifs de Livourne avec leurs éventuels ancêtres originaires d'Espagne et du Portugal. Voilà. Et pour terminer, donc l'illustration, vous avez en haut à gauche le mariage chrétien-catholique dans le registre paroissial de Tavira en 1683. Et ensuite, vous avez donc la ketouba du couple en 1689 dans le registre de Ketubot. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole à Alain. Merci Gilles pour toutes ces précisions. Et avant de vous montrer les dernières slides, nous tenons à vous dire que nous avons attaché une grande importance à la qualité de ce livre au niveau de l'infographie, parce que notre but, c'était de s'adresser à un public assez large. Et donc, on a travaillé l'esthétique pour qu'elle soit la plus intéressante et la plus agréable possible. Et ce qui explique en partie le succès de ce livre, qui touche aujourd'hui toutes les communautés de par le monde au vu des résultats et des ventes. Et le fait que Livourne ait été une plateforme, un hub, un melting pot judaïque, il s'avère qu'il y a la continuité aujourd'hui, puisque les descendants de ces personnes-là, de par le monde, de par une trentaine de pays dans le monde, aujourd'hui commencent à s'intéresser et nous passent commande, et notamment par le fait que le livre a été écrit en anglais. Je passe les diapositives.